qui arrive à tout le monde maintenant, c'est je suis dans le bazar, j'arrive plus à faire cours. Quand je fais cours, il y a 3 élèves qui écoutent. Les 3 élèves qui écoutent, ils n'entendent rien parce qu'il y a trop de bruit. Tout le monde bavarde. Et si j'exige le silence, alors je fais plus cours parce que je passe mon temps à faire de la police. Il y a un gros changement qui est en train de se produire. Il se produit pas partout en même temps, mais presque. C'est-à-dire qu'à l'échelle, à notre échelle d'adultes, c'est en train de se faire. Grosso modo, on a eu ceux qui ont plus de 30 ans maintenant, ils étaient dans une culture qui est assez semblable à la nôtre, qui était une culture dans laquelle il y avait un début d'ouverture à l'informatique, le début d'Internet, le début de ces choses-là. Ceux qui ont entre 30 et 20 ans à peu près, ils sont plus dans un monde dans lequel, pour eux, l'électronique est très voisine de la mécanique. Par exemple, pour eux, un téléphone portable, c'est équivalent à en complexité, pour eux, c'est équivalent à une serrure de porte. Et pour nous, c'est pas vrai. Et les gens du supérieur les appellent electronic native. Ils sont nés avec l'électronique entre les mains. Et cette dernière génération qui a moins de 20 ans, là, elle est Internet native, c'est-à-dire elle est née avec la communication, et du coup, ça change énormément de choses. Pour eux, le savoir n'est pas disponible au travers de la présence d'un adulte. Le savoir, il est disponible pour eux en permanence, tout le temps, à chaque instant, accessible, sur leur smartphone, sur Internet, sur les chaînes de télé, il est tout le temps accessible. Et donc, pour eux, la présence d'un adulte tient d'un autre champ ou d'une autre ça représente autre chose. Et l'autre chose que peut représenter la présence d'un adulte qui soit un enseignant, c'est d'être l'initiateur, celui qui va permettre de mettre le pied à l'étrier en rendant cohérent les informations qui sont disponibles. Dans le champ des sciences physiques pour le prof de sciences physiques, ou de l'histoire-géographie pour un prof d'histoire-géographie, par exemple. Et ça demande en fait de changer les outils de communication. Et donc, quand, en tant qu'enseignant, on pense pouvoir ou devoir leur apporter de l'information au travers du cours qu'on leur fait, au travers du savoir qu'on est censé leur apporter, et bien pour eux, on n'est pas dans une situation qu'ils peuvent comprendre. Ça nous met, nous, dans une situation compliquée, parce qu'il faut qu'on change notre mode de communication avec eux, parce que sinon on se retrouve dans la situation d'un conducteur de voiture qui conduit sur le verglas et qui ne prend pas en compte le fait qu'il y a du verglas. Il a toutes les chances de perdre le contrôle de sa voiture. Si on change le mode de communication, alors la communication existe encore. Mais sinon, on la rompt. On rompt la communication parce que, pour eux, l'enseignant n'étant plus la personne qui peut leur apporter le savoir, si on pense devoir leur apporter le savoir au travers d'un cours magistral, ils sont pas réceptifs à ça. Et dans ce cadre-là, moi, en tant qu'adulte, j'ai pas été formé pour apprendre à travailler avec ça, apprendre à communiquer avec ça. C'est un champ qui m'intéresse et j'ai développé des compétences dans ce domaine-là, je me suis formé, mais ça demande un certain travail, une certaine évolution. Et ça s'apprend. Ça s'apprend de rentrer dans un champ où on va dire à l'élève qu'on n'est pas dans la bonne situation, soit à cause de l'attitude de l'élève, au lieu de lui dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». On va être des initiateurs, on va être celui qui va initier la direction de travail et on va être celui qui va initier à ce domaine-là en permettant de rendre cohérent le savoir qui est disponible. Parce que le savoir disponible, il est immense. Les grandes clés, il me semble, c'est dans le positionnement de l'adulte ou du professeur dans la situation de classe. C'est qu'au lieu d'être dans une situation purement hiérarchique de transmission verticale du savoir où je sais et tu apprends, on est amené à se mettre dans une situation un peu plus horizontale, de collaboration, où on va proposer une certaine direction,
Pour que cette direction soit prise par les élèves, il faut qu'on soit dans la collaboration. Et dans cette direction-là, on va leur demander d'aller chercher eux-mêmes le savoir dans leurs compétences propres qu'ils ont déjà, ou au travers de documents. Et avec eux, on va organiser le savoir. D'autres enseignants se disent, oui, mais alors, si la connaissance est disponible, à quoi je sers, ils vont plus venir en classe. Et en fait, pas du tout. Ils ont beaucoup envie de venir au lycée. Parce que c'est là qu'ils ont leurs relations, c'est là qu'ils ont leur vie de tous les jours, c'est là qu'ils ont la communication avec les camarades, et c'est là qu'ils ont la vie sociale. Et le fonctionnement avec l'enseignant justifie cette vie sociale. Donc en fait, on ne perd pas notre place de pilote pendant un temps de la classe, mais on ne pilote pas de la même façon. C'est pas, on n'est pas on n'est pas sur la même conduite de classe. Le fonctionnement de la classe est très différent. Par exemple, un collègue qui rentre dans une classe qui fonctionne comme ça, elle pourrait être étonné du fait qu'il y a du bruit dans la classe, mais le bruit qui est dans la classe qu'il va falloir gérer, il est lié au fait que les élèves travaillent, et qu'ils travaillent ensemble à 2, à 3, à 4, et que travaillant ensemble, ils sont en train d'échanger sur le sujet sur lequel on a décidé de travailler, le sujet qui leur a été proposé par l'enseignant. Et dans ce champ-là, en fait, les élèves ont beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité aussi. Ils ont la responsabilité de leur propre attention, de leur propre avancement dans la compétence, de leur propre recherche. Et le rôle de l'enseignant à cet endroit-là, c'est un rôle de manager, c'est un rôle d'initiateur dans la cohérence de ce qui est proposé, à la fois dans la cohérence de la communication. Par exemple, du coup, les élèves n'ayant pas l'habitude de cette démarche-là vont avoir tendance à tutoyer l'enseignant comme ils tutoient leurs parents. Et bon, à mon sens, moi, dans ma classe, je trouve que c'est pas acceptable, alors que je tutoie les élèves, de façon à leur permettre une certaine proximité. Et il faut que je leur fasse savoir, sans être en train de leur dire « Ah !» Il faut que je leur montre qu'il y a un cadre, qu'on tient un certain cadre. En fait, dans ce cadre-là, dans ce champ-là, c'est un champ qui ne nous est pas familier, qui n'est pas répandu dans la société. Donc, si l'on n'a pas l'expertise, si ne s'est pas formé à ça, ça va sans doute pas lui venir spontanément, parce que ça va lui demander 15 ans de recherche, de se tromper, de rectifier et d'arriver à ça. Et dans la société, actuellement, les adultes ne sont pas du tout dans ce champ-là. Donc les jeunes non plus, puisqu'ils n'ont pas appris des adultes par imitation, ils n'ont pas ça comme modèle. Par contre, quand ils rentrent dans ce champ-là, ils sont preneurs, ça les intéresse beaucoup, parce que ils sont acteurs, c'est de leur responsabilité, ils se responsabilisent, et c'est intéressant parce que la classe devient extrêmement dynamique dans ce cadre-là. Et on est dans un partenariat à cet endroit-là. J'avais 2 élèves dans une classe qui étaient des élèves extrêmement difficiles, qui foutaient le bazar systématiquement. Et j'ai fait ce travail de communication avec la classe. Alors déjà, l'une des choses qui est apparue, ils réussissaient à mettre le bazar dans la classe, mais une des choses qui est apparue, c'est que ça gênait la classe, le fait qu'ils mettent le bazar. Ils se sont sentis en situation de mise en infériorité par rapport à l'apparence que ça donnait. En plus, un des deux était délégué de classe. Donc, il y allait de son autorité de délégué de classe et il prétendait parler au nom de la classe. Quand on a réussi à avoir chacun un temps de parole et chacun pouvoir dire, on s'est aperçu que pour la majorité de la classe, le fonctionnement allait, à quelques détails près, ça leur allait. Et qu'ils souhaitaient, eux, simplement que ce soit moins difficile à gérer et que la cause de la difficulté, c'était leurs camarades. Et l'autre chose, alors ce délégué de classe, du coup, après, je l'ai plus vu, il est plus venu en sciences physiques. Parce qu'il a trouvé, à mon sens, que je tenais trop bien
la barque, en quelque sorte. Il avait sans doute l'intention consciente ou inconsciente, de gérer, lui, la classe, quoi. Donc en sciences physiques, je ne l'ai plus vu pendant toute l'année. Bon, quand je le croisais dans le couloir, je lui disais, alors tu viens pas en sciences physiques, et j'essayais de le prendre en tête à tête, mais même il ne venait pas en tête à tête pour pouvoir discuter du sujet. Et comme je l'ai re-eu l'année d'après, en début d'année, je l'ai pris en tête à tête. Je lui ai demandé de rester à la fin des premiers cours auxquels il est venu. Et j'ai discuté avec lui de ce qui lui posait des difficultés, de quelles solutions on pouvait trouver, quelles solutions lui iraient et m'irait aussi, et qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme solution commune. Et ça l'a aidé, lui, à se positionner, ça l'a aidé, et du coup, il a eu son bac, il est venu presque toute l'année, il a eu un peu de mal au premier trimestre, il est venu presque toute l'année, puis finalement, à la fin de l'année, il a eu son bac, il est en école d'architecture, il fait son chemin. Et l'autre, qui est venu en classe, qui était plus suivi, il avait un papa qui suivait ce qui se passait, il explosait souvent. Et il arrivait en classe, il jetait son cartable, ça va pas. Et dans ce cas-là, je posais un arrêt déjà, dire que pour moi, ça, non, c'est pas possible, tu ressors. Et avec suffisamment d'énergie pour que ce soit clairement un arrêt. Et puis après, je disais, maintenant que tu es dehors, tu peux rentrer. Et dans ce champ-là, je lui disais que j'entendais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que peut-être c'était pas la bonne façon de l'exprimer, que la façon dont il l'exprimait à l'instant d'avant, pour moi, c'était pas recevable, mais que c'est un champ dans lequel on pouvait rentrer, et je lui faisais savoir que on pourrait prendre un temps, après le cours, par exemple, autrement, sur ce sujet-là. Et du coup, il se sentait entendu sur quelque chose sur lequel sans doute il n'avait pas été entendu. Et puis ça n'empêchait pas que toute la séance la séance à laquelle je pense, c'est une séance de TP, il s'était mis au fond de la classe, il était vindicatif, et il parlait très fort. Et donc à cet endroit-là, je lui ai par exemple dit, je l'ai interpellé par son nom, et je lui ai dit, quand tu parles comme ça, moi qui suis chargé de faire cours, ça m'empêche de faire cours. Ça me met en situation de grand malaise pour réussir à gérer le cours pour tout le monde, y compris pour toi, mais pour tout le monde. Et à mon grand étonnement, il était debout en train d'invectiver un de ses camarades à 3 rangs de là. Il s'est assis, il m'a dit « Ah, pardon monsieur ». Ce qui est difficile dans la culture dans laquelle on est, c'est de ne pas dire à l'autre « Tu es responsable de mon état ». C'est toi le responsable. C'est vrai avec les élèves, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les adultes, c'est vrai avec dans les relations de couple, c'est vrai dans les situations hiérarchiques. Et la clé à cet endroit-là, c'est de permettre à l'élève de comprendre qu'objectivement, il a un comportement dont il peut témoigner, dont tout le monde peut témoigner, dont une caméra peut témoigner. C'est factuel. Voilà. C'est technique, c'est factuel, c'est observable par tout le monde. Et y compris par lui, même s'il est en état de colère ou d'autre chose, et de lui dire qu'à cet endroit-là, je suis dans un état dont j'ai certainement la responsabilité, mais pour autant, la situation est celle-là et que on pourrait gérer les choses autrement. Et on pourrait les gérer tous les deux. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant dans ces situations-là, qui sont souvent des situations très difficiles, c'est que le peu d'empathie que l'élève peut avoir de disponible, eh bien, ça permet déjà de faire tomber la pression. Après, il y a aussi des élèves qui ont peu reçu. Donc un élève qui a peu reçu d'empathie, qui a peu reçu d'écoute, il va avoir du mal il n'a pas de schéma, il n'a pas de modèle, et il va avoir du mal à rentrer dans une écoute ou dans une empathie. Donc ça peut nécessiter, moi ça m'est arrivé avec cet élève-là, de le prendre en tête à tête après, ouais. et au lieu d'être vindicatif avec lui en disant de lui dire bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Plus ils vont avoir reçu d'écoute, plus ils vont comprendre ce que c'est, et plus ils vont être capables d'écouter aussi. Et c'est
c'est une situation qui est paradoxale dans la situation de crise. Je pense que ça se travaille, quoi. Ça demande de se dire, après coup... Ça se construit. Ça se construit. S'ils sont 30 à avoir une difficulté, ils ont peut-être tous la même. Et donc là, tu t'adresses à la classe. Alors là, il y a moyen de s'adresser à la classe. Moi, ce que j'ai déjà fait dans ces conditions-là, c'est de déstructurer les tables, de mettre les tables en rond. Là, elles sont par exemple rangées vers un tableau, de mettre les tables en rond et de m'asseoir dans le rond, donc qu'ils aient plus l'impression qu'il y a un prof qui est debout, des élèves qui sont assis en train de travailler, on est tous assis, et on a tous la même capacité, on est tous plus ou moins au même niveau. Il y a des techniques, on peut désigner d'un commun accord quelqu'un qui va prendre des notes, quelqu'un qui va réguler, et surtout on régule en disant, on donne des règles à ce moment-là, de dire qu'on ne répond pas du tac au tac, on laisse la personne parler, on l'écoute. Et puis si on est concerné par ce que la personne a dit, alors on aura un droit de réponse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut placer ça dans la remédiation, dans la façon d'apporter une réponse à un endroit où il y a des difficultés. Alors, c'est vrai dans le champ du comportement, mais c'est aussi vrai dans le champ des apprentissages. Moi, je l'ai fait aussi avec des groupes plus restreints. Je l'ai fait avec une classe entière il y a quelques années dans le champ de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'une heure par semaine, avec l'accord de l'établissement, on se retrouvait et on travaillait sur le champ de l'apprentissage. Qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre? Pourquoi est-ce que je suis en panne? Et c'était important, la classe était en très grande difficulté, et ils ont tous eu leur bac. Le seul qui n'a pas eu son bac dans la classe, c'est celui qui n'est pas venu aux épreuves. Tous les autres ont eu leur bac. Donc c'était pertinent. Je cherche à proposer aux élèves de trouver le champ de ce qui ne va pas, et de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et quelquefois, quelques classes, et toutes les classes ne réagissent pas de pareil, quelques classes disent « bon, il faudrait être plus autoritaire ». Et c'est intéressant, parce que je leur dis « d'accord, mais si je suis plus autoritaire, si je demande le silence, je ne vais pas le demander 5 fois. À la 2e fois, je colle. » Et du coup, ah bah non, peut-être pas. Ils se disent que « ah, ça pourrait peut-être venir d'eux ». Et du coup, ça vient d'eux. Ça donne que les élèves, en sortant de ça, se prennent beaucoup plus en main. Ils se sentent beaucoup plus responsables de la situation. Et ça a changé. Le fait ça change, que tu leur donnes la ça parole, change pas d'un seul coup, oui. Ça change petit à petit, ils se rendent compte que, ah oui, c'est de ça dont on a parlé. Oui, d'accord. Et puis si ça va pas, et puis que je suis obligé de hausser le ton assez puissamment pour passer au-dessus du brouhaha qu'il y a dans la classe parce que on est en train de se disperser par rapport à l'objectif qu'on avait, je peux recaler les choses par rapport à ce dont on a déjà parlé. C'est pas une crise d'autorité. Oui. Les outils clés qui me servent, c'est de bien comprendre dans quelle situation je me trouve, de bien apercevoir que si la situation dans laquelle je me trouve est en train de déraper, c'est parce qu'il y a un souci, et que le souci, j'ai besoin de placer le souci, j'ai besoin de connaître dans quel champ se situe le problème. Qui a quelle part du problème qui vient là entre guillemets nous perturber dans la direction qu'on est censé avoir au sein de ce cours, au sein de cette activité éducative. Et pour ça, j'ai plusieurs outils à ma disposition, qui sont les outils que j'ai rencontrés au travers du travail de Thomas Gordon. En ce qui me concerne vis-à-vis de l'élève en question, par exemple, c'est l'écoute active. Il s'agit de lui permettre de faire émerger ce qui lui pose problème, c'est local, là, qu'est-ce qui lui pose problème localement. Il dira sans doute pas tout. Donc c'est reconnaître ce qu'il vit ou ce qui lui arrive. Oui, et surtout qu'il l'entende, qu'il ait l'impression d'être pris en compte. D'avoir un message qui est entendu. Voilà, d'être pris en compte ou d'avoir un message qui est audible. Et puis, la deuxième étape, c'est de lui présenter un message je. Moi, dans ma situation, je suis dans une certaine situation, et cette situation, je dois avoir assez de clarté pour affirmer quelque chose qui puisse être ressenti aussi par lui comme étant quelque chose de juste.
pas quelque chose qui concerne un jugement, qui concerne une position trop subjective, mais quelque chose qui peut être reconnu objectivement, du fait que je suis chargé de faire court, que ça me met mal à l'aise par rapport à ça, ça m'empêche, ça me prend du temps. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont clairement concrets et qui sont concrets et objectifs dans la situation. Pour être entendu, vraiment, pour t'affirmer, si on est bien là. Pour affirmer qu'il y a un cadre, et que ce cadre, je tiens à le tenir. C'est ma responsabilité. Et donc, à cet endroit-là, je n'ai pas l'intention de transiger sur cette responsabilité-là, sur ce cadre-là. Ensuite, dans ce cadre, dans cette démarche, où c'est en fait une démarche de partage, même si c'est moi qui la suscite, ce qu'il va être nécessaire, c'est de susciter une attitude de coopération, qu'on soit tous les deux dans une recherche de solutions, et tous les deux dans une recherche de solutions qui soit valide pour tous les deux. Parce que si elle n'est pas valide pour lui, il va se retrouver dans la même situation un peu plus tard, avec un degré supplémentaire de frustration. Il y a peu de chances que ça aille mieux. Si c'est pas valide pour moi, de toute façon, je ne pourrais pas tenir le cadre dont j'ai pris la responsabilité, y compris devant lui, de tenir. Donc ça, c'est des outils qui sont des outils basiques et qui demandent un entraînement pour pouvoir les utiliser à bon escient, au bon moment, parce que l'art des élèves qui sont dans ces situations-là, qui sont des élèves qui ont sans doute l'habitude d'être en situation difficile, ils ont aussi l'habitude de mettre les autres en situation difficile, donc de faire sortir les gens de leur gong, et comme ça, ils sont parfaitement justifiés dans leur situation de révolter, d'écœurer. Et c'est aussi ce cercle vicieux-là que ça permet de désamorcer.